en fait, qu'est-ce que ça va impliquer le l'offboarding ? C'est d'identifier toutes les tâches qui étaient réalisées par cette personne, le rôle qui était rempli par cette personne, pour se poser la question de qu'est-ce qu'on maintient et donc comment est-ce qu'on le transmet. On peut se dire, en tant que manager, cette personne part, donc je vais lui en demander plus jusqu'à ce qu'elle parte. Et donc aller demander de la surproduction de travail dans cette période de désengagement, ça ne va pas fonctionner. Le plus important, c'est de garder la relation hyper saine. Hyper saine déjà parce que les autres membres de l'équipe regardent la façon dont quelqu'un part. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Structure, le podcast qui libère l'entrepreneur tout en décuplant le potentiel de croissance de son entreprise. Je suis Romain Collignon, le fondateur de Squared, et ce que je vous propose dans ce podcast, c'est de prendre part à une conversation. Une conversation où on est entre nous, avec mon équipe ou avec des invités triés sur le volet, pour vous partager toutes nos coulisses et où évidemment la structure, au service de la liberté et de la croissance de l'entrepreneur, ne sera jamais très loin. Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn, j'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti. J'aimerais qu'on parle d'offboarding. Alors, c'est un vrai sujet chez nos clients, surtout pour prendre peut-être un petit peu de hauteur là pour démarrer, c'est qu'on a tendance au départ à mettre beaucoup de focus sur l'onboarding. Et c'est top parce que l'onboarding ça donne toutes les chances au collaborateur d'être excellent dans son job, hyper important. Mais revers de la médaille, c'est que, et surtout au démarrage, on met que trop peu d'énergie sur l'offboarding. Et donc on va voir ensemble que l'offboarding, il y a de vrais enjeux à faire les choses proprement. Et je me permets de dire ça parce que c'était mon cas à l'époque, vous n'étiez pas là, où on avait une petite équipe dans les premières années de Squared. L'offboarding, il était chaotique. Est-ce que je connaissais le mot ? Je ne sais même pas. Ou alors c'était OK, on va dire techniquement. Même après, remue est passé, donc bon, c'était, on va dire, artisanal. Mais humainement, c'était pas top. Et je pense que, clairement, chez Squared, on a bien mûri là-dessus. On le partage même, du coup, à nos clients. Et puis Romuald, tu es venu aussi, quand tu es arrivé dans la boîte, bien cadrer toute cette phase d'offboarding. Et ce qui nous permet d'avoir et de partager à nos membres les bonnes pratiques d'offboarding, etc. Et j'aimerais bien qu'on en discute tout simplement ensemble pour aussi donner de la perspective à tous nos auditeurs qui sont là. Avec plaisir. C'est quoi les enjeux de l'offboarding ? Vas-y Romu, t'es notre expert offboarding. Alors, expert, je sais pas. En tout cas, il y a des bonnes pratiques, je pense. Un offboarding, effectivement, comme tu le dis, c'est comme un onboarding, ça s'anticipe. Quand on arrive un premier jour dans une boîte, on s'attend à ce que son ordinateur soit prêt, que son bureau soit libre. Quand c'est pas le cas, on se sent pas forcément le bienvenu. Je pense que le offboarding, c'est un petit peu pareil. Il faut que ça s'anticipe parce que ça répond aussi à des besoins de l'entreprise et ça répond aussi aux besoins du collaborateur qui doit partir. Donc, alors forcément, si c'est un freelance ou c'est un CDI, on va pas avoir tout à fait la même approche, mais simplifions les choses. Disons que c'est quelqu'un dont le départ s'annonce. Ça va dépendre, je pense, du degré de confiance et d'énergie dans laquelle va se dérouler la fin de contrat. Je vais déjà le poser sous cet angle-là, parce que si la relation est tendue, du côté de l'entrepreneur, je pense qu'il est préférable de limiter au maximum la durée de cet offboarding, se concentrer sur des choses très objectives, enlever tout le subjectif, le superflu. Donc tu conseilles de couper court dans la limite, dans la légalité. Exactement, okay. D'être dans le plus court du délai légal ou voire peut-être négocier un départ anticipé, que ce soit avec un CDI ou un freelance, pour que ça ne vienne pas non plus potentiellement polluer et entacher le reste de l'atmosphère de l'entreprise. Par contre, si la relation est bonne, je pense qu'il y a... Raphaël évoquait le mot dialogue dans un autre épisode de podcast. Je pense que c'est ce dialogue qui est important parce qu'il faut bien comprendre aussi les enjeux d'un côté et de l'autre. Si la personne est en train de partir, pour quelles raisons elle part déjà, etc. Bien comprendre les raisons qui l'amènent à partir ou nous à se séparer de cette personne-là. Et avoir un vrai échange sur la durée que peut prendre cet offboarding pour que l'un et l'autre y trouvent son compte. Par exemple, si on se sépare d'un freelance, c'est à peu près, je pense, 3 mois, parce que derrière, il faut aussi que la personne puisse retrouver des nouveaux clients. Oui. Si c'est un salarié, la question est un petit peu différente. Par contre, si on ne l'a pas vraiment anticipé ou vu venir, peut-être essayer de voir avec le salarié quand est-ce que c'est la bonne période pour se séparer en bons termes et en même temps répondre aux besoins de l'entreprise.
Et derrière, en fait, qu'est-ce que ça va impliquer l'offboarding? C'est d'identifier toutes les tâches qui étaient réalisées par cette personne, le rôle qui était rempli par cette personne, pour se poser la question de qu'est-ce qu'on maintient et donc comment est-ce qu'on le transmet. Donc, est-ce que les tâches sont déjà processisées avec des vidéos qui expliquent bien comment c'est fait? Donc, n'importe qui peut reprendre ces tâches-là, même si la personne le remplaçant n'est pas encore recruté. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir organiser, je pense, un offboarding en douceur, donc avec une liste de ce qui est attendu, des attendus, quel niveau de qualité des attendus, donc avec des objectifs un peu clairs et chiffrés, et surtout un calendrier du offboarding. Ouais, je pense que tu as dit beaucoup de choses importantes, Romu. Moi, de mon expérience, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut vraiment essayer de jamais mal partir d'un endroit. Et ça, c'est quand même quelque chose de clé parce que alors, sur notre marché infopreneurial et sur d'autres marchés, le monde est petit et donc les gens sont toujours amenés à se recroiser, etc. Donc, vraiment être vigilant avec ça. Et de même, quand on est entrepreneur, ne jamais faire en sorte que nos collaborateurs aient l'impression, comme tu l'as très bien dit, Romu, d'être jetés à la porte, d'être mis à la porte. Après, on a aussi un réflexe qui peut être assez malsain, je pense, c'est on peut se dire en tant que manager, cette personne part, donc je vais lui en demander plus jusqu'à ce qu'elle parte. Ah ouais. Dans l'esprit de dire, il me doit bien ça parce que dans 3 semaines ou dans un mois, il n'est plus là. Et en fait, il y a quand même un réflexe humain qu'on constatera dans 95% des cas, c'est quand on annonce un départ, on peut avoir un désengagement de la personne, quoi qu'il arrive. Ça, faut l'accepter. Hein. Il faut l'accepter, et c'est honnête, c'est faire, et elle a d'autres ambitions, etc. Il faut l'accepter. Et donc, aller demander de la surproduction de travail dans cette période de désengagement, ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très clair sur les tâches, il faut être très réaliste aussi sur la capacité de la personne à les produire, si on veut un résultat de qualité. Et le dernier variable que je vois, c'est aussi, est-ce qu'on a déjà son remplaçant ou est-ce qu'on ne l'a pas? Ça change aussi beaucoup de choses dans le offboarding. Et à tout moment où on n'a pas son remplaçant, on ne va pas se mentir en tant que CEO. Ça pourra nécessiter un surengagement personnel du CEO dans cette transition-là ou des managers dans cette transition-là si la personne n'est pas là. Et c'est OK, avec ça, c'est la responsabilité du manager et du CEO d'endosser ce offboarding si personne n'est là pour le réceptionner. Voilà. Du coup, d'anticiper avec un calendrier, comme tu mentionnais, Romuald. Exactement. Et puis d'être clair aussi sur les attendus, parce que effectivement, on peut soulager un petit peu le manager en faisant en sorte que, par exemple, qu'est-ce qui est attendu pour la réalisation d'une tâche, de quoi la personne qui va devoir prendre la suite aura besoin de savoir. Est-ce que c'est une procédure écrite en ligne? Est-ce que c'est juste une vidéo qui est beaucoup plus rapide à tourner et donc qui va soulager finalement la personne qui est sur le départ? Ou est-ce que c'est un autre type de support? On aime bien les vidéos quand même, nous. Hein. On aime bien les vidéos. On aime bien les vidéos. On aime bien les vidéos aussi parce que c'est assez parlant. Il suffit de s'y référer, de voir exactement où ça a été cliqué par la personne. Et derrière, ça paraît fluide. Et puis, c'est un gain de temps fou par rapport à taper quelque chose, etc. C'est clair. Animé, bref. Moi, j'aimerais vous offrir peut-être un angle un peu plus humain, émotionnel. Parce que quand je disais en intro là, que je pense que le offboarding, on l'a toujours eu de manière technique. Je pense qu'humainement, j'ai beaucoup maturé ou pris en maturité là-dessus. C'est que je sais pas, j'avais cette innocence de me dire quand quelqu'un arrive dans la boîte, c'est pour la vie. Voilà, puis, parce que pour moi, la volonté de construire une aventure humaine ensemble. Et puis, j'ai pu comprendre qu'à un moment donné, ce qui compte et le plus important, c'est qu'il y ait un alignement entre la vision de l'entreprise, là où elle souhaite aller, et la vision du collaborateur, là où il ou elle souhaite aller. Et que quand ça fit et que l'entreprise grandit en même temps que la vision, l'ambition du collaborateur grandit, ça va dans la même direction, c'est génial. Et franchement, on a des membres dans l'équipe, c'est comme ça, parce qu'ils sont là depuis des années. Et j'ai aussi appris à accepter qu'à un moment donné, il peut y avoir des divergences et que là, il ne faut pas se tenir à la relation. Enfin, il faut accepter que la relation puisse se terminer et voilà, Square d'évoluer avec sa vision, un collaborateur a une autre, mais que, comme tu le disais, Raphaël, le plus important, c'est de garder la relation hyper saine. Hyper saine déjà parce que les autres membres de l'équipe regardent la façon dont quelqu'un part. Bien sûr. Et ça, c'est clé, c'est de se dire, ah ouais, si un jour, moi, je pars, c'est comme ça que je vais être traité. Ou alors, c'est comme ça, c'est cool. Il y a quelque chose de très apaisant. Ça se fait. Et on n'a pas parlé de marque employeur.
Mais la marque employeur, c'est sur toute la ligne. Et la marque employeur, c'est aussi, les clients savent comment ça se passe à l'intérieur. Moi, ce que j'aime bien chez nous, c'est que c'est aussi transparent à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et donc, l'offboarding fait vraiment partie de ça. Et j'aimerais juste citer un de nos membres, ancien membre, quelqu'un que je respecte beaucoup, en la personne de Paul Pironnet, qui est le leader français en formation PNL en France, et qui m'a dit il y a quelques années, voilà, pour moi, ma façon de voir les relations humaines, c'est que les relations sont éternelles. Et j'ai gardé ça de ce conseil, c'est de se dire, bah voilà, avec un collaborateur, ok, l'offboarding, la personne ne travaille plus avec nous, mais c'est pas grave, la relation elle est toujours là, elle est éternelle, et on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et j'ai 2 exemples assez intéressants, c'est qu'on a 2 de nos anciens collaborateurs, je leur fais une petite dédicace, Pibi et Nolwenn, avec qui on travaillait il y a quelques années, qui ont eu leur chemin de vie, qui ont développé leur entreprise, et qui sont maintenant dans nos programmes Mastermind. Et donc la relation elle est toujours là, mais sous un autre format. Et je pense que s'ils sont là avec nous, c'est parce que l'offboarding aussi c'était bien passé à l'époque. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il faut, tu l'as bien dit, il faut dépassionner aussi le fait qu'il y ait des gens qui quittent l'aventure. C'est en aucun cas quelque chose qui est lié à la personnalité du fondateur ou du dirigeant ou du manager. C'est vraiment lié à la trajectoire de chacun, et tout à fait accepter que cette entité qu'on possède voilà, est une boîte sur laquelle les gens vont rentrer, puis vont ressortir, puis qu'ils auront pris telle partie, ils auront ajouté telle brique. Voilà, c'est tout à fait l'entrepreneur, c'est sa boîte, il va peut-être y aller toute sa vie et en monter d'un côté, mais les collaborateurs, il faut accepter que ça puisse être des gens de passage. Et c'est grâce à ça aussi qu'une boîte s'enrichit. Hein. Faut le voir, c'est parce que les gens qui vont passer sont tous différents, il faut tous amener des choses différentes. Et donc, à certaines périodes de développement de la boîte. Exactement. Et quelqu'un qui part, c'est aussi avant tout l'opportunité d'avoir quelqu'un de nouveau qui amène des nouvelles choses. Je pense qu'il faut le voir comme ça. Ouais, c'est vrai. Puis dans le développement de chacun, ça peut être aussi quelqu'un qui a rentré par exemple stagiaire, ensuite apprenti, premier collaborateur dans votre entreprise. En fait, c'est assez légitime de se dire à un moment, il va vouloir aller voir ailleurs. Et c'est pas négatif par rapport à l'expérience qu'il a eue, parce qu'il gardera toujours au fond de son cœur, de manière très intime, très proche, cette première expérience professionnelle qu'il aura forgée. Mais il aura envie d'ailleurs, d'autres horizons, et pour peut-être revenir plus tard avec d'autres compétences, sur d'autres rôles. Et en fait, c'est très bien. Ouais, c'est dans l'ordre des choses d'une certaine manière. Exactement. Ouais, sujet offboarding qui j'espère qu'il vous passionne. En tout cas, je trouve que c'est assez génial parce que c'est à la fois du process, la structure, et c'est beaucoup d'humains, comme l'onboarding, mais comme on a plus tendance à mettre les spotlights sur l'onboarding et beaucoup moins sur l'offboarding, c'est quelque chose qui est à faire avec justesse. Et puis, ouais, moi, mon cœur il est apaisé quand je sais qu'une collaboration se termine. Parce qu'une collaboration se termine soit parce que les deux sont d'accord, soit parce qu'un est moins d'accord que l'autre, mais du coup un accepte, etc. Mais si le lien, et surtout que le collaborateur puisse rebondir très rapidement derrière. Ça, c'est, moi j'adore faire des recommandations de gens avec qui on a bossé et qui sont juste super. Ils sont super chez quelqu'un d'autre ou super dans leur propre entreprise, et tant mieux parce que c'est leur vision, et je sais qu'on aura contribué à faire ce bout de chemin ensemble. Moi, ce que j'aimerais peut-être pour conclure cet épisode, c'est que on en reçoit des questions sur l'offboarding, et en fait, vous avez pu remarquer qu'il y a pas mal de petites subtilités, et que c'est en vrai, il y a l'offboarding, mais l'offboarding, ça fait partie de la chaîne complète de recrutement, d'onboarding, de management des équipes, d'offboarding. Et donc, si vous avez des questions sur ces sujets-là par rapport au développement de votre entreprise, vous nous envoyez un petit message sur Instagram, un petit message sur LinkedIn. En vrai, nous, avec moi-même ou l'équipe de Squared, c'est avec plaisir qu'on peut creuser et tenter d'apporter la perspective là, sur vos enjeux de HR, de people.